À 3h12 du matin, une panne brutale a frappé le réseau de data centers, éteignant d'un coup des milliers de services essentiels. En moins de 5 minutes, ce qui semblait n'être qu'un simple pic de température s'est transformé en crise globale, exposant une dépendance cachée que presque personne ne surveillait vraiment. Que signifie, pour une société entière, le fait qu'un incident technique isolé puisse figer banques, hôpitaux et administrations dans le même silence numérique? Et surtout, que nous dit cette nuit-là sur la fragilité réelle de l'infrastructure qui soutient nos vies connectées? Cette enquête va dévoiler ce que la panne de 3H12 a réellement révélé. Non seulement une faille technique inattendue, mais surtout une vulnérabilité systémique que personne n'avait anticipée. La promesse est simple: comprendre en 10 à 12 mots comment un incident local peut provoquer un choc national. Car derrière l'écran noir de cette nuit-là se cache un réseau complexe de dépendances, d'automatismes et d'interconnexions silencieuses qui régissent notre quotidien numérique. Un data center qui s'arrête, ce n'est pas seulement des serveurs qui s'éteignent. Ce sont des chaînes logistiques qui hésitent, des dossiers médicaux qui se figent, des paiements qui se bloquent, des systèmes d'alerte qui perdent leurs repères. Et si le véritable enjeu n'était pas la panne elle-même, mais ce qu'elle révèle sur la manière dont nos sociétés ont bâti, couche après couche, une architecture où chaque bloc semble tenir sur le suivant? À ce stade, une question s'impose d'elle-même, comme un micro-hook. Quelle part de stabilité dépend d'infrastructures que nous ne regardons jamais? Le mini-reveal apparaît dans les premières minutes de l'analyse. Les premières données récupérées au cœur du data center montrent que la panne de 3H12 n'était pas due à une simple surchauffe, mais à une défaillance simultanée de 3 modules de transfert. Un événement statistiquement rare, presque impossible selon les modèles internes. Un deuxième élément, tout aussi frappant, suit immédiatement. Les journaux techniques indiquent un délai de 11 secondes durant lequel aucun système de secours n'a pris le relais, comme si toute la redondance avait été suspendue dans un silence non prévu par les plans d'architecture. Ces deux constats obligent à reconstituer le contexte des heures précédant la panne. Le réseau national de data centers, érigé progressivement sur une décennie, fonctionne selon un principe d'équilibre dynamique. Plusieurs nœuds, géographiquement séparés, partagent la charge et se surveillent mutuellement. Chaque nœud possède des mécanismes internes de protection, limitation thermique, réallocation automatique, bascule vers une salle secondaire, destinée justement à éviter le scénario que cette nuit-là a connu. Pourtant, c'est l'ensemble de cette mécanique de prévention qui s'est trouvé défaillant, non pas par absence de moyens, mais par une succession d'interactions imprévues. Dans les jours qui ont suivi, l'examen des flux de données, des logs compressés et des métriques hors de performance a révélé une réalité plus nuancée. Aucune anomalie isolée n'explique la chute. Ce fut la convergence de micro-signaux, variations minuscules de tension, latence inhabituelle dans un routeur périphérique, ralentissement sporadique sur un cluster secondaire qui, alignés dans une fenêtre temporelle trop courte, ont déclenché l'effet domino. Comprendre cette séquence permet d'introduire le vrai fil conducteur de l'enquête. Comment une infrastructure pensée pour être robuste peut-elle, dans un contexte d'enchaînement rare mais possible, devenir vulnérable à son propre niveau de complexité? Pour suivre le fil de cette enquête, sans se perdre dans les schémas techniques, il faut introduire un personnage guide. L'ingénieur de veille, celui qui a été le premier à remarquer que la panne de 3H12 n'était pas un incident ordinaire. Son rôle n'est ni héroïque ni spectaculaire. C'est celui d'un professionnel habitué aux signaux faibles, aux valeurs qui bougent d'un dixième de degré, aux notifications que personne d'autre ne lit. Cette nuit-là, il a repéré 2 alertes contradictoires. Une chute de température dans un rack secondaire et, en même temps, une montée anormale dans un module voisin. Un duo d'indicateurs qui, normalement, ne coexistent jamais. C'est cette juxtaposition qui l'a conduit à déclencher le protocole d'observation approfondie
avant même que les serveurs ne s'éteignent. Le deuxième cas, plus concret encore, est celui d'une plateforme de transport urbain qui, à 3h15, a vu ses algorithmes d'optimisation basculer en mode dégradé. Les véhicules n'ont pas cessé de circuler, mais chaque recalcul de trajectoire nécessitait plusieurs secondes supplémentaires, provoquant une cascade de micro-retards. Ce n'était pas un chaos visible, c'était une friction diffuse, perceptible uniquement pour ceux qui surveillaient les métriques en temps réel. Ces deux situations montrent que les premiers impacts ne se sont pas manifestés par des coupures massives, mais par des anomalies discrètes, difficiles à interpréter dans l'instant. Elles posent une question simple mais essentielle. Si les signaux d'alerte les plus critiques ressemblent à des détails insignifiants, comment garantir que personne ne les ignore au moment décisif? Le déclencheur officiel de la crise est inscrit à 3h12 sur les journaux internes. Une anomalie de transfert dans la chaîne d'alimentation. A3, suivi 3 secondes plus tard par la désactivation automatique du module de refroidissement local. À ce moment précis, rien n'indique encore l'ampleur de ce qui va suivre. Le système tente de rééquilibrer la charge, dévie quelques processus, ferme des ports non critiques. Mais, à 3h12 et 7 secondes, la latence grimpe brutalement dans 2 clusters périphériques. En 5 secondes, le flux interne bascule en mode de protection, provoquant des micro-coupures dans les nœuds secondaires. C'est l'étincelle. Les modules de contrôle tentent une synchronisation forcée. Ils échouent. Le cœur du réseau se met alors à osciller comme un métronome détraqué. Le moment de bascule, le véritable point de non-retour, survient à 3h12 et 10 secondes. 3 modules critiques, théoriquement indépendants, tombent simultanément hors ligne. Cette coïncidence improbable fait sauter toutes les hypothèses statistiques. La charge migratoire explose. Les serveurs de garde prennent plus de 14 secondes pour répondre. Un délai vertigineux dans un environnement censé fonctionner à la milliseconde. La cascade commence. Un routeur central perd ses tables d'acheminement. Les paquets se dispersent. Les clusters surchauffent. Le réseau entre dans une boucle d'autoprotection qui, paradoxalement, aggrave la panne qu'elle est censée contenir. Des dizaines de services basculant. En mode haute latence, les opérateurs commencent à recevoir des alertes d'incohérence de flux. C'est le point culminant. L'ensemble du système, pourtant conçu pour résister à plusieurs pannes simultanées, se retrouve dans une configuration dont aucun scénario d'ingénierie n'avait prévu la combinaison exacte. À partir de 3.13, la vague de Dushan s'étend au-delà du data center. Une plateforme de paiement détecte des erreurs de traitement en rafale et isole ses serveurs intermédiaires. Un hôpital bascule ses dossiers électroniques en lecture, seule faute de pouvoir valider les écritures en temps réel. Un service météorologique perd l'accès à son stockage distribué et repasse en mode de prévision simplifié. Ces incidents ne provoquent pas de chaos visible, mais un ralentissement profond, diffus, comme si l'infrastructure numérique du pays entrait dans une zone de turbulence. Les équipes de supervision observent des fluctuations de charge étranges. Certaines baissent sans raison, d'autres montent en flèche sans être sollicitées. Les mécanismes automatiques tentent de relancer les modules en échec, mais chaque tentative se heurte à des verrous logiques activés pour éviter une dégradation supplémentaire. Pendant près de 6 minutes, le réseau oscille, hésite, cherche un point d'équilibre qui ne vient pas. Lorsque la première stabilisation partielle apparaît, à 3h19, les ingénieurs comprennent que cette panne n'est pas un simple incident matériel. Elle ressemble davantage à un enchaînement de décisions automatiques, chacune rationnelle, prise isolément, mais catastrophique, lorsqu'elle s'additionne dans un laps de temps trop court. La question devient alors inévitable. Comment une architecture conçue pour réduire les risques peut-elle, dans certaines circonstances extrêmes, amplifier elle-même sa propre vulnérabilité? La séquence d'ouverture de cette partie repose sur un simple contraste.
Avant la panne, le réseau enregistrait une stabilité de 4,2% sur les dernières 24 heures, un niveau considéré comme très élevé pour une architecture distribuée de cette taille. Cette valeur témoigne d'un système globalement fiable, dépendant de multiples couches de sécurité indépendantes. Mais entre 3,12 et 3,19, ce taux chute brièvement à 82,4%, un delta spectaculaire pour un environnement aussi contrôlé. Cette baisse soudaine illustre la fragilité momentanée d'une infrastructure, pourtant réputée pour son inertie. Au-delà du symbole, elle souligne que même un filet de sécurité robuste ne peut totalement immuniser contre des alignements d'événements rares. Les ingénieurs ont ensuite analysé l'impact sur le temps de réponse, une métrique essentielle pour comprendre la dynamique de la panne. Avant l'incident, la latence moyenne tournait autour de 4,8 millisecondes, une valeur parfaitement conforme aux standards du secteur. Un temps aussi court assure une fluidité suffisante pour des milliers de transactions parallèles. Or, à 3h12 et 11 secondes, cette latence dépasse 137 millisecondes, un niveau presque 30 fois supérieur. Une latence de cette amplitude perturbe sévèrement la synchronisation entre nœuds distribués. Ce chiffre, plus que tout autre, révèle le caractère systémique de l'événement. Lorsque la communication interne ralentit, l'ensemble de la logique décisionnelle se dérègle. Troisième indicateur, la consommation énergétique instantanée, souvent considérée comme un marqueur indirect de la charge interne. Les valeurs montrent qu'avant la panne, le data center stabilisait sa consommation autour de 5,2 MW, un plateau quasi constant en période nocturne. Cette stabilité énergétique traduit une charge maîtrisée et sans variation imprévue. Mais, dans les secondes suivant la cascade de panne, la consommation chute à 3,9 MW, un décrochage brutal rarement observé dans les environnements critiques. Une baisse aussi franche indique non seulement des modules arrêtés, mais surtout un ensemble de mécanismes internes tentant simultanément de se protéger. Au-delà des chiffres, l'interprétation de ces trois indicateurs révèle un schéma plus profond. Ce n'est pas une anomalie unique qui a provoqué la panne, mais une combinaison de micro-variations, chacune insuffisante pour déclencher seule une alerte, mais dévastatrice lorsqu'elle se superpose. Les logs montrent que plusieurs modules étaient déjà en situation de stress léger dans les heures précédentes, sans toutefois dépasser les seuils critiques. Ces signaux faibles, pris individuellement, ne justifiaient aucune intervention. Mais l'alignement temporel a créé un effet de renforcement mutuel, amplifiant les écarts plutôt que les résorbant. C'est cette accumulation silencieuse qui a mené à la rupture. En croisant les métriques, les équipes ont finalement identifié un motif récurrent. Chaque fois qu'une série d'événements rares se superpose dans une fenêtre inférieure à 10 secondes, la probabilité d'un incident majeur augmente considérablement. Ce constat ne remet pas en cause la robustesse du système, mais rappelle que la complexité génère des zones d'imprévisibilité. La véritable question, désormais, n'est plus de savoir comment éviter toute panne, objectif impossible, mais comment détecter, avant qu'il ne soit trop tard, la conjonction discrète de facteurs menant au point de bascule. Deux lectures opposées émergent naturellement lorsqu'on examine la panne de 3.12. La première soutient que l'incident n'est que la conséquence logique d'une architecture devenue trop complexe. Selon cette perspective, plus un système comporte de couches, de redondances et de mécanismes automatisés, plus il multiplie les points de friction, rendant inévitable l'apparition d'événements improbables mais dévastateurs. Les partisans de cette thèse considèrent que l'augmentation continue du volume de données, de la charge nocturne et des dépendances logicielles aurait fini, tôt ou tard, par faire céder au moins un maillon essentiel. Ils voient donc la panne moins comme un accident et davantage comme une manifestation statistique attendue dans une infrastructure de cette échelle. La deuxième position adopte une lecture inverse. Pour elle, la panne ne provient pas d'une complexité excessive, mais d'un manque de diversification des mécanismes de sécurité. Les systèmes de secours, bien qu'indépendants sur le papier, reposent parfois sur des logiques ou des fournisseurs communs. Dans cette optique,
Le problème ne serait pas la sophistication, mais l'absence d'une véritable hétérogénéité technique capable de contenir les effets de cascade. Les partisans de cette vue estiment qu'un réseau plus diversifié aurait isolé rapidement les modules affectés, empêchant ainsi la diffusion du dysfonctionnement dans l'ensemble du data center. Pour départager ces deux thèses, les données présentées dans les parties précédentes offrent un éclairage utile. La chute de stabilité de 99,2% à 82,4%, la latence multipliée par près de 30 et la baisse énergétique brutale montrent que la panne n'a pas une seule cause identifiable. Elle témoigne plutôt d'une conjonction d'événements rares, alignés dans un laps de temps trop court pour que les mécanismes actuels puissent interagir correctement. Ce constat nuance les deux positions. La complexité n'est pas fautive en soi, mais elle crée des conditions où de petites déviations peuvent se renforcer. Inversement, une diversification accrue aurait peut-être limité la propagation, mais n'aurait pas empêché l'effet domino initial. La vérité semble se situer à l'intersection. Un système robuste doit conjuguer complexité maîtrisée et défense réellement indépendante. Tout bascule en 20 secondes. Ce n'est pas une hyperbole. L'analyse minutieuse des logs montre qu'entre 3h12 et 2 secondes et 3h12 et 52 secondes, un phénomène inattendu s'est produit. Un module réputé stable, rarement impliqué dans des incidents critiques, a commencé à générer des requêtes redondantes sans raison apparente. Ces requêtes, insignifiantes lorsqu'elles apparaissent isolément, ont saturé l'un des bus internes responsables de la coordination entre les clusters. Cette surcharge minuscule, presque imperceptible, a perturbé un algorithme d'ordonnancement chargé de déterminer quelles opérations devaient être relancées en priorité, modifiant l'ordre logique prévu. Le véritable reveal se situe ici. L'incident n'a pas été causé par une panne spectaculaire d'un composant majeur, mais par une activité involontaire d'un module secondaire, invisible au premier regard. Ce détail transforme la manière d'interpréter toute la séquence de la panne. Plutôt qu'un effondrement brutal et centralisé, il s'agit d'une dérive progressive déclenchée à la périphérie du système. Une dynamique que les ingénieurs n'avaient jamais intégrée dans leur simulation. À partir de cette découverte, tout le récit technique change. La crise ne s'est pas propagée du cœur vers l'extérieur, mais de l'extérieur vers le cœur, inversant totalement l'architecture classique des scénarios d'incidents. Pour les utilisateurs ordinaires, la panne de 3H12 n'a pas provoqué d'interruption brutale, mais une succession de petites lenteurs, pages qui se chargent avec retard, paiements numériques qui se valident plus lentement et notifications qui arrivent en décalé. Ces perturbations mineures n'ont pas suscité d'inquiétude immédiate, mais elles ont révélé à quel point les routines du quotidien reposent sur une infrastructure silencieuse et omniprésente. La plupart des usagers ont simplement répété leurs actions sans comprendre que le problème provenait d'une couche technique lointaine et invisible. L'impact le plus notable reste donc une prise de conscience. Sous la fluidité apparente du numérique se cache une mécanique fragile que peu de gens envisagent réellement. Les entreprises, surtout celles dont les processus sont automatisés ou dépendants de flux continus, ont été affectées de manière plus marquée. Certaines ont vu leur système de gestion interne ralentir, leurs outils collaboratifs se désynchroniser et leur chaîne logistique accumuler de légers retards. Pour éviter d'introduire des erreurs dans les bases de données, plusieurs plateformes ont dû activer des modes dégradés, ce qui a limité temporairement leur capacité opérationnelle. Le coût majeur n'a pas été financier à court terme, mais organisationnel. Surcharge des équipes techniques, correction manuelle, recalcul de tâches et baisse générale d'efficacité. Les secteurs critiques, santé, transport, énergie, services urbains, ont connu des effets structurels plus visibles. Dans les hôpitaux, certains dossiers médicaux électroniques sont brièvement passés en lecture seule, empêchant la validation de nouveaux éléments. Les réseaux de transport ont constaté des délais inhabituels lors des recalculs d'itinéraires,
créant des micro-perturbations qui se sont propagées en chaîne. Ces incidents n'ont jamais menacé la sécurité, mais ils ont souligné une vulnérabilité souvent sous-estimée. Même des services redondants restent sensibles aux variations soudaines d'un nœud central de données. À l'échelle du territoire numérique, la panne a agi comme un révélateur des interconnexions profondes entre data centers, plateformes cloud, hébergements distribués et réseaux d'entreprises. Certaines zones géographiques ont ressenti des fluctuations plus fortes selon leur proximité logique et non physique, avec les nœuds affectés, confirmant que la redondance ne garantit pas une homogénéité parfaite. Les flux interrégionaux ont eux aussi montré des oscillations, prouvant que des événements périphériques peuvent perturber des infrastructures situées très loin de la source initiale. Cette dimension géographique du numérique rappelle que les vulnérabilités ne se superposent pas plus aux frontières physiques, mais suivent des architectures logiques souvent invisibles pour les utilisateurs, comme pour les institutions. Dans une projection réaliste, les 6 à 12 prochains mois seraient marqués par une consolidation méthodique des correctifs déjà mis en place après la panne de 3AH12. Les équipes d'ingénierie renforceraient les audits internes, vérifieraient les redondances logicielles et testeraient de nouveaux protocoles de bascule pour éviter une répétition de l'effet domino observé. Les systèmes critiques, santé, transport, paiement, seraient progressivement mis à jour afin de réduire leur dépendance aux nœuds dont la vulnérabilité a été mise en évidence. Ce scénario suppose également une amélioration de la surveillance en temps réel, avec des tableaux de bord capables de détecter les micro-signaux qui, cumulés, avaient été menés à la dérive initiale. L'ensemble du réseau continuerait de fonctionner, parfois avec prudence, mais dans une stabilité maîtrisée. Dans la version la plus favorable, l'incident sert de catalyseur pour moderniser l'infrastructure bien au-delà des réparations nécessaires. Les data centers intégreraient donc des mécanismes véritablement indépendants, utilisant des algorithmes d'autodiagnostic plus fins et des chemins de secours qui ne partagent aucune logique commune. Les entreprises adopteraient des pratiques plus robustes, renforçant leur tolérance aux pannes partielles et diversifiant leurs points d'appui numériques. Les services publics gagneraient en fluidité grâce à des architectures hybrides combinant cloud, stockage distribué et systèmes locaux mieux intégrés. Dans ce scénario, l'incident de 3AH12 ne serait plus perçu comme une faiblesse, mais comme un tournant ayant permis de renforcer durablement la résilience de l'écosystème numérique. Dans la version la plus défavorable, certaines vulnérabilités structurelles ne seraient pas totalement résolues, soit par manque de temps, soit par difficulté à reproduire les conditions exactes de la panne initiale. Des micro-incidents isolés pourraient réapparaître, créant localement des ralentissements ou des désynchronisations perceptibles dans les services les plus sensibles. Les organisations fortement intégrées pourraient voir leur chaîne interne se fragiliser, en particulier si les mécanismes automatiques réagissent de manière imprévisible à des flux inhabituels. Ce scénario n'implique pas une panne majeure similaire à celle de 3AH12, mais suggère une période prolongée d'instabilité partielle, avec des corrections réactives plutôt que préventives. Pour comprendre pleinement la portée de la panne de 3H12, il faut regarder au-delà des graphiques techniques et se demander ce que cet événement révèle pour 3 catégories de public: les utilisateurs ordinaires, les organisations professionnelles et les équipes techniques. Pour le grand public, l'incident montre à quel point les gestes du quotidien reposent sur des couches invisibles d'infrastructures. Même lorsque rien ne tombe, un simple allongement des temps de réponse peut suffire à perturber un paiement, retarder une consultation en ligne ou bloquer momentanément une réservation. L'impact n'est pas spectaculaire, mais il touche à la confiance que chacun place dans les services numériques devenus routiniers. Pour les entreprises, la panne rappelle que l'efficacité moderne repose sur une circulation fluide de données qui ne souffre ni hésitation ni incohérence. Un système interne qui ralentit de quelques secondes peut suffire à perturber une chaîne logistique ou fausser une automatisation sensible. La leçon, ici, n'est pas la fragilité,
mais l'importance de tester régulièrement les modes dégradés pour éviter que la moindre anomalie ne se transforme en frein structurel. Pour les équipes techniques, les ski techniques, enfin, l'événement met en lumière un paradoxe souvent ignoré. Plus un système est robuste, plus les signaux d'alerte ont tendance à se cacher dans le bruit normal des opérations. Ce n'est pas la puissance de l'infrastructure qui fait la différence, mais la capacité à détecter les dérives minuscules avant qu'elles ne s'alignent. Deux suggestions simples émergent de cette lecture. Renforcer la transparence des indicateurs visibles pour les utilisateurs et instaurer des audits réguliers capables de repérer les micro-anomalies qui précèdent les incidents majeurs. Pour réduire durablement le risque d'un incident similaire à la panne de 3H12, une feuille de route structurée s'impose. Elle repose sur 5 étapes complémentaires, chacune impliquant des acteurs différents et des indicateurs mesurables. La première étape consiste à dresser une cartographie complète des flux internes, modules critiques, interactions, points de friction potentiels et zones où les redondances sont moins robustes qu'anticipées. Cet inventaire doit être mis à jour tous les 3 mois avec un indicateur simple, le pourcentage de dépendance réellement isolée versus celle supposée isolée. Les équipes techniques doivent installer des capteurs et métriques capables de détecter de très faibles dérives, variations de latence, tensions irrégulières, micro-pics de charge. Le critère de réussite était clair. Réduire de 30% le temps moyen entre l'apparition d'un signal faible et sa détection humaine ou algorithmique. Cette étape vise à éviter qu'un défaut dans une couche ne se propage mécaniquement à d'autres. Elle implique l'usage de chemins de bascule totalement indépendants, y compris sur le plan logiciel. La mesure associée. Le temps de bascule cible doit être inférieur à 250 millisecondes en conditions réelles. Au lieu de tester un seul scénario de panne, il faut simuler des combinaisons d'événements proches de celles constatées lors de l'incident. Objectif mesurable. Réaliser au moins 10 tests complexes par trimestre. Lors d'incidents, la coordination doit être immédiate entre équipes techniques, entreprises clientes et services critiques. Le succès se mesure par la réduction du temps d'alerte initial. En suivant ces 5 étapes, l'infrastructure peut non seulement éviter de nouvelles cascades de défaillances, mais aussi gagner en transparence et en robustesse. Lorsque l'analyse s'achève, un détail du début revient comme un fil discret. La présence de l'ingénieur de veille, celui qui, dans la nuit silencieuse, avait repéré les 2 alertes contradictoires avant même que la panne ne se manifeste pleinement. Ce rappel n'est pas anecdotique. Il montre que derrière chaque infrastructure complexe, il existe toujours des personnes capables de lire ce que les systèmes ne voient pas encore, d'interpréter les signaux ténus, d'anticiper l'enchaînement des événements avant qu'ils ne deviennent irréversibles. La panne de 3H12 n'a pas bouleversé le monde numérique, mais elle a exposé quelque chose de plus intime. La fragilité cachée des outils sur lesquels reposent nos routines. Elle a rappelé que la fiabilité ne réside pas seulement dans la puissance des machines, mais aussi dans la vigilance de celles et ceux qui les comprennent, les surveillent, les réparent. Dans le calme apparent des minutes nocturnes, l'incident a révélé une vérité simple. Même les structures les plus sophistiquées peuvent vaciller si les signaux faibles ne sont pas entendus. Si l'on prend un pas de recul, la panne de 3H12 rappelle que notre univers numérique repose sur une architecture à la fois discrète et essentielle, dont la solidité dépend autant des machines que de la compréhension collective que nous en avons. Partager cette analyse, en parler autour de soi, observer les services que l'on utilise au quotidien, autant de gestes simples qui permettent de mieux percevoir la valeur de ces infrastructures silencieuses. Il ne s'agit pas de devenir expert, ni de craindre un nouvel incident, mais d'adopter un regard un peu plus conscient sur ce qui soutient nos activités les plus ordinaires. Les entreprises, les services, les utilisateurs peuvent chacun renforcer cette attention par de petites initiatives. Vérifier les indicateurs visibles, poser des questions aux fournisseurs, encourager la transparence technique lorsque cela est possible. Ce n'est pas un effort lourd, simplement une manière de rester connecté à la réalité de ce qui nous relie.